Et c'est donc un immortel qui est invité sur notre plateau ce matin, Erik Orsenna. Bonjour et merci d'être là pour ça, la passion de la fraternité. Beethoven, il y est question bien sûr de Beethoven, du compositeur, du grand compositeur, mais aussi de la fraternité en Europe, d'une Europe qui bougeait à son époque. Et puis on y découvre aussi du Erik Orsenna, qui connaît très bien Erik Orsenna. Figurez-vous, mon cher Julien, comment ça va, Erik? Mais bien, écoutez, bien, vive la musique. Vous savez, sans musique, la vie rap. Ouais. Rap, dans tous les sens du terme. Alors, le rap permet d'intégrer la musique aussi, vous direz. Hein, non, vous savez, musicien, mais il a fallu quand même se plonger dans Sonate et compagnie pour pouvoir comprendre et connaître un peu mieux le personnage. Et avec mes amis, il se trouve que j'avais fait jamais de musique dans mon existence, jamais de solfège, rien du tout. Et je me suis dit, il y a 6 ans, quand j'avais donc 68 ans, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas la musique? Pourquoi pas le piano? Donc je me suis mis, je suis le plus nul du monde en piano, mais un pied total. Et donc, si, franchement. Et donc, et puis, je suis devenu ami avec des musiciens. On a créé un trio avec 2 musiciens, Michel d'Alberto, Henri de Barquette, piano, violoncelle, et moi au crayon. Et on raconte Beethoven. Mais Beethoven n'était pas excellent au piano. Il a commencé par d'autres instruments, bien sûr, grâce à son père, son frère, la fratrie, la famille. Grâce à il le mettait au piano au milieu de la nuit, à cause d'eux, au milieu de la nuit, à 3 heures du matin. Et il devient un virtuose et un compositeur à l'âge de 30 ans seulement. Et alors, un moment incroyable, c'est qu'à un moment donné, on sait qu'il a été atteint par la sourdité. Et c'est à ce moment-là qu'il devient sourd, qu'il commence à inventer encore plus. Et ce qui est frappant dans sa vie, c'est que c'est le génie qu'on connaît, mais en même temps, la vie est pire que toutes les vies qu'on peut imaginer. C'est vraiment à chaque fois, dans tous les domaines, il devient sourd, son père est terrible, sa mère est malade, avec les filles, ça ne marche pas du tout. Et à chaque fois, contre ces coups de l'existence, il répond par un chef-d'œuvre. Donc c'est un génie, mais fraternel. En 2 mots, vous êtes capable de dire, Erik, pourquoi vous êtes d'un seul coup branché sur Beethoven? Oui, parce qu'il est dans les 2 extrêmes, c'est-à-dire l'extrême de la vie terrible et l'extrême du génie. Et encore une fois, quand on a un drame, on a un râteau, on a un truc, on a une maladie, nous, on pleurniche, on fait des trucs. Lui, boum, chef-d'œuvre. Et en plus, il est à l'articulation de l'Europe. C'est-à-dire au moment de l'espérance, avec la Révolution française, et puis Bonaparte qui devient Napoléon. Pour lui, c'est une catastrophe. Il adorait Bonaparte. Et brutalement, quand Bonaparte décide de devenir empereur, alors il est ridicule, il est comme les autres. Et donc, il abandonne. Et il change le titre de sa symphonie. Et le bruit de la guerre le rend sourd, sans doute. Et peut-être le bruit de la guerre. C'est ça qui est intéressant. Moi, ça m'a... La passion de la fraternité, il l'incarne, Beethoven. Moi, vous dites à un moment donné, vous l'écrivez, et je trouve que c'est très beau, la fraternité est un emboîtement de royaumes. Oui, parce qu'il y a la famille, il y a l'amitié, il y a des associations, il peut y avoir une nation, il peut y avoir l'Europe, il peut y avoir toute l'humanité. Donc c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent. Et c'est ça la fraternité. Et lui, son rêve, c'était que tout le monde s'aime. Et son hymne à la joie, c'est ça. L'hymne à la joie, c'est quand tout le monde devient frère et sœur. C'est un hymne à la joie. Un peu. La passion de la fraternité, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Honnêtement, la fraternité, c'est ce qui nous rapproche, c'est l'inverse du confinement. Ouais. Et Beethoven, lui, a souffert pour arriver à être ce porte-drapeau de la fraternité. Il a souffert. Il n'a fait que souffrir. Il n'a fait que souffrir et il nous a donné l'inverse de la souffrance. C'est ça ce cadeau. Et pendant l'été 1802, alors qu'il est complètement désespéré, c'est là où il se rend compte qu'il est complètement sourd, il décide de ne pas mettre fin à ses jours parce qu'il a dans sa tête tellement de chefs-d'œuvre qu'il doit donner à l'humanité. Et ça me bouleverse. Ce qui vous bouleverse aussi, c'est de voir que, en fait, vous avez toujours été proche de Beethoven, même dans votre vie d'avant. Oui, finalement. Oui, quoi vous voulez dire? Vous l'avez écouté jusqu'au Quai d'Orsay, non? Oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en plus, c'est extraordinaire, c'est que c'est grâce à ça qu'on va prendre son hymne comme l'hymne de l'Europe unie. C'est-à-dire son espérance. Et c'est le moment, et en ce moment où l'Europe est un peu menacée, on se demande un peu ça, c'est vraiment une sorte de chant à l'espérance. Et c'est vraiment, je vous assure, c'est un génie qui est proche. Donc génie, c'est l'inverse de nous, et proche, c'est le plus proche de nous. Vous trouvez qu'on manque d'espoir en ce moment? On a besoin de génie aussi. On a besoin de gens qui nous dépassent. Vous savez... et pas que dans les laboratoires pour fabriquer des vaccins. Vous savez, non, tout à fait. La culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, on est plus petit qu'on est. On ne sait pas comment on ira jusqu'au bout du jour qui va se lever. Alors que la culture, on est plus grand. On peut être plus divers. On peut être plus beau à part vous, parce que vous êtes à des sommets inégalés. Mais autrement, c'est vraiment ça. Pour moi, la culture, c'est l'incarnation du pourquoi pas. Pourquoi pas faire? Donc pourquoi pas être musicien? Pourquoi pas écouter Beethoven? Et pourquoi pas être frère et sœur?
Je ne me souviens pas dans vos écrits vous avoir vu vous dévoiler comme vous le faites dans ce livre sur Beethoven. Parce que on est bien caché par le génie. On est juste derrière tout petit. Il y a l'immense génie, donc on peut dire 2-3 trucs de temps en temps. Homme Et d'eau. dire bonjour. Vous êtes homme d'eau. Oui, exactement. Ouais. C'était votre métier. Oui, maintenant, oui, exactement. C'est la vie. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer. Il va se passer là, après la pandémie, on va avoir des petits problèmes. Là, sur l'eau, au fond, c'est un peu la symphonie, l'eau, puisque ça unit. Et puis l'eau, c'est fluide. Ouais. Et puis, je dois vous dire que je suis très fier parce que j'ai donné hier, en visio, bien sûr, mon premier cours à l'école de guerre sur la géopolitique des fleuves. Important. Donc, je suis fier. Vous avez raison d'en être fier. Vous croyez, vous, à la prochaine réouverture des lieux culturels? Allez. Écoutez, je l'espère, comme Beethoven, je l'espère. On va voir ce que ça va donner, on va voir les résultats. Il faut dire que c'est méchant. Et puis, comme c'est le monde entier, donc les virus, ils sont ravis de muter, parce que le principe d'un virus, c'est de muter, trouver... Nous n'avons pas le monopole du vivant. C'est ça ce qu'il faut. Il faut se rendre compte de ça. Nous n'avons pas le monopole du vivant. Nous partageons le vivant.